La Guadeloupe est plongée dans l'émotion et le deuil depuis l'assassinat du jeune Yohan Equinox. Le procureur de la République a appelé au calme et à faire confiance à la justice. Toute la rédaction d'ATV Guadeloupe mobilisée pour vous rendre compte de cet événement tragique. Et pour la famille de Yohan Equinox, le drame est absolu. ATV Guadeloupe s'est rendu auprès d'elle, à Saint-François. Le film de cette famille brisée est dans notre édition de ce soir. Et la violence autour des établissements scolaires avec ce drame a atteint un sommet. Comment les lycéens en général vont pouvoir gérer ce pic émotionnel? ATV Guadeloupe a décidé de leur donner la parole. Bonsoir et bienvenue à tous. Hier, 17h, Yohan Equinox est assassiné de 7 coups de couteau pour un portable qu'un jeune de son âge était venu lui voler. Sitôt ce fait terrible connu, une immense émotion s'est emparée du pays. Ce matin, au lycée Chevalier de Saint-Georges, où il était scolarisé, c'est l'incompréhension qui dominait. Reportage de Nathalie Dinan, de Patrick Curie et de Moïse Dexter sur ce crime de trop. Au lendemain du drame qui s'est produit non loin du lycée Chevalier Saint-Georges, où était scolarisé Yohan Equinox, ce jeune de 15 ans tué pour son portable, l'émotion était encore vive ce matin. C'est toute une communauté scolaire qui s'insurge contre cette violence. L'émotion a pris le dessus, mais je crois que le renfort qu'on a eu de psychologues, de cellules d'écoute de l'académie, voire de la collectivité communale aussi, et je dirais bon nombre de mes collègues, pour accueillir les élèves ce matin, nous a permis de gérer un petit peu la dimension émotionnelle. Maintenant, nous sommes surtout dans une phase à accompagner les élèves dans aujourd'hui, demain, pour que le plus tôt possible nous retrouvons, je dirais, un espace où ils pourraient construire leur avenir. C'est un moment difficile, mais un moment aussi, les professionnels doivent mettre tout en œuvre pour gérer la situation avec sérénité et, je dirais, assurance. Le rectorat s'indigne des actes de violence perpétrés aux abords des établissements et souhaite prendre des mesures supplémentaires. Nous avons déjà des médiateurs qui existent, des équipiers mobiles de sécurité qui existent, du service civique, des jeunes en service civique. Nous avons également, dans le cadre de nos relations avec les forces de police et de gendarmerie, les patrouilles qui se font régulièrement. Donc il nous faut voir avec nos partenaires, nos autres partenaires, quels sont les autres dispositifs complémentaires que nous pourrions mettre en place. Le rectorat ne peut pas seul envisager des mesures. Il faut qu'on en discute, il faut qu'on en parle. L'objectif, c'est qu'on puisse faire en sorte que encore plus la sécurité soit assurée aux abords de ces établissements scolaires. Cette situation d'insécurité grandissante inquiète les parents d'élèves. Ils sont venus en nombre chercher des réponses et proposer des solutions. J'attends déjà une prise en charge des élèves, des enfants qui ont vu l'acte, des enfants aussi qui n'ont peut-être pas vu mais qui sont sous le choc, par exemple comme mon fils, déjà qui soient vraiment pris en charge et que nous, parents, je me répète encore une fois, qu'on puisse se mobiliser. S'il faut faire des rondes, s'il faut malheureusement, excusez-moi l'expression, s'armer aussi, on le fera. On est arrivé à un niveau où on se prend en main. On se prend en main. Je suis une maman. On n'a pas envie de bon petit monde décéder encore pour des butins inutiles comme ça. Nous n'y marre ça. Toute maman qui a pleuré, c'est pas mon enfant, mais je pleure autant que cette mère parce que je me dis ça aurait pu être mon fils. J'aurais fait quoi? Après le choc, après les cris, après les pleurs, je me serais armée aussi pour faire pareil peut-être. Confrontés tous les jours à cette violence, les élèves crient aussi leur ras-le-bol. Ils dénoncent un manque de patrouille. Oui, tout à fait. Il y a une insécurité. On ne voit pas la police. La police est devant le jardin, mais devant LPO, on ne voit rien. C'est vrai qu'ils circulent, mais pas assez. Et à mon avis, ils devraient se mettre près de la croix parce qu'ils savent très bien que c'est là. Ça fait 2 ou 3 ans que ça se passe et on ne voit jamais rien. Soi-disant, ils vont mettre des patrouilles, mais les patrouilles seront là peut-être pour 1 semaine, 2 semaines et après on ne va plus les revoir. Mais maintenant, on est obligé de regarder derrière nous. Mais moi, comme je ne prends plus le transport d'élèves, donc ça ne m'atteint pas tellement. Mais même sortir dehors devant le lycée, on doit faire attention. Une cellule d'écoute a été mise en place ce matin pendant 3 heures par le rectorat afin d'accompagner les élèves. Dès demain, parents d'élèves et corps enseignants se réuniront pour discuter d'une possible reprise des cours vendredi. Et dès le début de la matinée, beaucoup ont tenu à se rendre sur les lieux même du drame. Reportage Isabelle Hameau, Linda Kayarzi. Une minute d'applaudissements pour soutenir la famille de Yohan.
décédé hier ici, sous les yeux de ses camarades. La jeunesse faut opposer les autres. Parce que quand je suis un petit jeune pour le téléphone, mais c'est débattre. La preuve en est, ça, pour pas prendre couteau là, mais c'est obligé de passer là et où tuer monsieur. Vous voyez, allez là, nous avons des autres pauses. Mais allez là, en pause totale même. Parce que trop de jeunes sont morts. J'appelle 5 petits bouts en l'année là. Et là, ces derniers-là, on fait pète. Parce que je là, en bon. Comme Jeffrey, beaucoup sont venus manifester leur colère face à ce drame qui a ébranlé toute une population. C'est un combat qui est guadeloupéen. Ça se passe ici et il ne faut pas rester là, assis, à attendre que les gens puissent faire des choses pour nous. Et puis je voudrais dire aussi aux Guadeloupéens et aux Guadeloupéennes qui regardent la TV ce soir que la guerre, la révolution, on ne la mène pas derrière son téléphone portable, derrière son ordinateur, sur Facebook. Ça se passe dans la rue. Donc on vous donne rendez-vous demain à 8 h à Bainbridge, que les parents soient là avec les élèves et qu'on soit tous ensemble, les enseignants, tout le monde doit être présent. Et ne dites pas qu'on marche pour rien, on ne marche pas pour rien. Certains disent qu'il faut parler. Moi je dis qu'il y en a marre de parler et que je ne demande pas l'anarchie ni la violence, mais on devrait tous descendre. On devrait tous descendre dans la rue pendant le temps qu'il faudra. Fermer les établissements scolaires pendant le temps qu'il faudra. Parce que ce n'est pas normal qu'il y ait la police devant une synagogue en Guadeloupe et nous devant les lycées, il n'y a rien. Alors les gens vont encore me dire que je fais des comparaisons qui ne sont pas comparables. Je suis désolée, je suis réaliste. Le décès de Yohan suscite une incompréhension sur la présence des forces de l'ordre aux abords de l'établissement et des zones de non-droit. Nous avons souvent une patrouille composée d'un fourgon qui stationne devant le jardin d'essai, le lycée jardin d'essai. Mais nous n'avons pas de patrouille au niveau de la zone de la Croix, qui est une zone dite dangereuse. On connaît très bien comment ça se passe en Guadeloupe. C'est une zone où il y a énormément de délinquance. Donc les jeunes, nous nous sentons pas en sécurité dans de telles conditions. Le jeune a perdu sa vie ici. Il y a un terre-plein central juste en face, où il y a une voiture d'ATV et tout. Donc il aurait pu avoir un fourgon de police stationné là. Nous n'avons pas eu de fourgon de police stationné, mais voilà, nous avons eu encore un nouveau drame. Sécurité, éducation et perte des valeurs sont aujourd'hui sur toutes les lèvres pour tenter de comprendre cet acte odieux. Il faut des moyens, il faut que je pense que l'État nous aide, nous les parents. Il faut que les parents aussi s'aident à savoir qu'est-ce que nous pouvons faire. Parce que on dira bien souvent problème d'éducation, société de surconsommation, etc. Mais je dis qu'il faut que nous, parents, fassions le nécessaire également. Demain est prévu un grand rassemblement au départ du lycée Chevalier Saint-Georges pour dénoncer cette violence encore trop présente sur le territoire. Et nous avons souhaité donner la parole aux lycéens, ces jeunes témoins, mais aussi parfois acteurs de cette violence. Des propos recueillis par Isabelle Hameau et Linda Kayarsi. Je trouve ça choquant, ce qui s'est passé hier, surtout pour sa famille, c'est triste, ses amis, ses proches et tout. Moi, j'ai vu ça sur WhatsApp, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en Guadeloupe maintenant? Et maintenant, là, ça part en couille, je viens de sortir un examen là. Donc, j'ai pas beaucoup de choses à dire, mais bon, j'ai trouvé ça choquant. Je trouve que ça a été très choquant de vouloir tuer une personne pour un téléphone. Mais le plus grave, c'est qu'il n'y avait aucun policier et tout autour pour pouvoir stopper cela. Donc c'est quelque chose qui doit plus se passer. Mais bon, ça arrive. Donc il faut être plus vigilant en tant que jeune. Moi je trouve ça juste aberrant qu'ils aient fait ça juste pour un portable sans marque. Donc moi je me demande pourquoi les policiers ils n'étaient pas là à ce moment-là. Parce qu'il paraîtrait qu'ils sont censés faire des rondes dans cette zone-là. Et bon, déjà mes parents même ça les a vraiment énervés. Ils ont hésité à m'envoyer à l'école aujourd'hui. Moi j'étais vraiment très choquée. Et je ne me sens pas du tout rassurée lorsque je sors du lycée et tout.
Et l'auteur présumé de ce crime court toujours. Celui-ci a été identifié par les services de police. Des investigations devenues difficiles pour la police depuis la divulgation de l'avis de recherche des services de la préfecture. Un document confidentiel qui a largement été diffusé sur les réseaux sociaux. On écoute le procureur de la République de Pointe-à-Pitre, Xavier Bonhomme, qui tenait une conférence de presse cet après-midi. Que l'auteur soit retrouvé. Cet auteur qui est certes présumé innocent à ce stade, mais dont malheureusement trop de personnes connaissent, je dirais, depuis ce matin, l'identité, puisque a circulé très rapidement aujourd'hui, très tôt ce matin, sur un certain nombre de réseaux sociaux, l'avis de recherche d'une personne suspectée d'avoir commis ces faits. D'abord, il me paraît inadmissible qu'effectivement une telle pièce d'enquête puisse être diffusée sur les réseaux sociaux. Et c'est la raison pour laquelle j'ai, dès ce début d'après-midi, aujourd'hui, saisi l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale, d'une enquête afin de préciser les circonstances dans lesquelles cet avis de recherche a pu être ainsi diffusé sur les réseaux sociaux. La deuxième chose, c'est que, bien évidemment, il ne peut exister de justice privée. S'il y a donné, c'est commettre des actes totalement répréhensibles, et ça, je tenais à le répéter pour que chacun en ait bien conscience. La police judiciaire, s'attelle depuis hier soir à tout mettre en œuvre pour que soient élucidées les circonstances dans lesquelles ces faits ont pu être commis, pour que l'auteur présumé, qui est à ce stade, je le répète, parce que nous sommes dans un état de droit, présumé innocent, puisse être interpellé et entendu sur les faits qui sont susceptibles de lui être reprochés. La preuve que la police met tout en œuvre, sur les instructions donc, du parquet de Pointe-à-Pitre, c'est que dès hier soir, très rapidement, au bout de quelques heures d'enquête, elle a pu effectivement identifier l'auteur présumé de ces faits, encore une fois, abominables. Et il était sur les lieux du crime hier soir pour témoigner sa solidarité avec la famille du jeune Yohan Equinox qui résidait dans sa commune. Laurent Bernier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le maire de Saint-François. Alors je l'ai dit, hier soir vous étiez sur les lieux du crime. Un drame qui a endeuillé la Guadeloupe, mais qui a d'abord semé la désolation au sein d'une famille. Ils ont accepté de nous recevoir chez eux à Saint-François. On regarde le reportage de Moïse Dexter, Patrick Curie, avec les commentaires de Nathalie Dinan. C'est la consternation au sein de la famille Equinox après le décès brutal de Yohan, tué à coups de couteau devant son établissement scolaire. Ses proches gardent de lui des souvenirs indélébiles. C'était le frère que tout le monde aimerait avoir. C'était lui le plus informatique de la maison, c'est-à-dire que c'était lui qui pouvait... Vous aviez un portable à bloquer, il le débloquait, il était dans son PC. Je me suis frité avec lui, on s'est battu, on a rigolé. C'était le frère de tout le temps, je faisais du vélo avec lui. Un garçon suffisamment gentil, qui ne posait pas de problème à ses parents, particulièrement à sa maman, puisque son père est mort il y a 1 an. Et il apprenait bien à l'école. Selon les premiers éléments rapportés à la famille, Yohan a refusé de se soumettre. Il s'est battu, il a pris des coups, et non seulement il a pris des coups, il lui a réussi à le blesser à la main. Et ça prouve que c'est mon frère. Il s'est battu juste au dernier faux. Quelqu'un fait pression sur lui pour le voler. Il résiste un peu, hein, mais maintenant, ces enfants qui ont fait pression sur lui ne se sont pas contentés d'essayer peut-être de le frapper simplement, mais qu'est-ce qu'ils ont décidé, armés tels qu'ils étaient, ils ont frappé sans se poser de questions. Et voilà, une vie s'en est allée. La personne qui l'a assassiné, il a eu vraiment beaucoup de chance
Je dis ça parce que je dis pas ça parce que beaucoup de gens me connaissent dans mon lycée. Ils savent de quoi je suis capable. Il est préférable que ce soit la gendarmerie qui l'a attrapé et que c'est moi. Et que ce soit moi. Dans sa douleur, le frère de Yohan appelle à une prise de conscience et de responsabilité face à toute cette violence. Votre fils, c'est pas vous qui l'avez éduqué comme ça, mais sachez que chaque enfant ne devient pas voleur du jour au lendemain. On a des prévisibles, on a des signes qui nous le disent, on voit ce qui se passe, comment l'enfant change. Et nous, étant que parents, moi je ne suis pas, mais je parle aux parents de la personne qui a tué mon frère. Je vous dis une seule chose, si vous savez que votre enfant tournait mal, vous aurez fait tout ce qui était en votre possible pour le mettre droit dans le chemin. Je dis pas ça parce que j'ai perdu mon frère, mais nous allons perdre combien d'autres enfants, des familles, des mamans, ma mère qui suis malade, moi qui a des problèmes de santé vis-à-vis sa tension, ses yeux sont enflés là, elle peut plus rien faire. Tout ça pour un portable qui lui appartenait même pas. C'était même pas un iPhone, un Samsung. Qu'est-ce que tu vas faire avec le Samsung? Malheureusement, une vie partie brutalement, une vie partie trop tôt. Laurent Bernier, Yohan est la 22e victime de crimes violents dans notre département depuis le début de l'année. Comment, selon vous, en est-on arrivé là? Est-ce que les acteurs qui font vivre la société guadeloupéenne ont échoué dans leur mission? Cela témoigne d'une grande misère sociale et d'une détresse dans toute la population. Vous faites un décompte macabre de cette année, et l'année n'est pas terminée, hélas, mais chaque année, des familles sentent le ciel s'effondrer sur leur tête. Jacqueline Equinox est une femme honnête. Elle n'a jamais manqué au devoir d'éducation de ses enfants. Pourquoi? Subitement, pour des raisons purement matérielles, eh bien, s'attaquer à la vie d'un autre être humain de 15 ans. Cette mort brutale est le constat d'une société qui doit se poser les vraies questions au lieu de chercher des boucs émissaires. Alors bien sûr que nous ne manquerons pas de remettre en question la justice pénale des mineurs entre humanité et plus grande fermeté, mais aussi rappeler aux parents la nécessité de revenir aux fondamentaux guadeloupéens, l'éducation. Laurent Bernier, les élus de la Guadeloupe ont tous réagi. La présidente du conseil départemental, Harry Chalus, Victorin Lurel, Éric Jalton également. La réponse du gouvernement ne s'est pas fait attendre par la voix du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Il a annoncé l'envoi dans les jours à venir de 4 pelotons de gendarmes mobiles pour renforcer la sécurité en Guadeloupe, soit 70 gendarmes. Cette réponse suffit-elle, selon vous? L'heure n'est pas à la polémique, mais vous comprenez bien que face à... Il s'agit d'avoir un avis quand même. Est-ce que selon vous, la réponse du gouvernement immédiate, 70 gendarmes de plus, suffit? Vous prétendez que la réponse ne s'est pas fait attendre, mais cela fait des mois qu'elle est attendue, cette réaction. Et c'est la visite d'un député socialiste qui a sans doute déclenché la volonté du gouvernement. Et ce sont les faits qui se sont produits hier soir qui les ont précipités par voie de communiqué de presse. Par conséquent, nous savons très bien que pour mettre en place un dispositif durable, il faut plus que des gendarmes mobiles. C'est bien, c'est appréciable et merci au gouvernement d'avoir enfin compris la nécessité d'envoyer des troupes, mais ce sont des moyens durables et permanents, des moyens logistiques, des moyens technologiques, des moyens qui renforcent la cohésion entre justice, vous l'avez entendu, et police, des moyens en prison pour assurer que le système de droit soit respecté. Et je le rappelle, la responsabilité des parents peut être aussi évoquée. Craignez-vous que les Guadeloupéens se fassent justice eux-mêmes? Aujourd'hui, on a entendu plusieurs témoignages tout à l'heure, même dans le reportage, de cette dame qui dit « maintenant je vais m'armer pour me défendre ». Nous devons résister à cette volonté-là, mais c'est humain. Chacun d'entre nous, moi-même qui ai un enfant de 14 ans, aurait subi telle menace ou tel désespoir, aurait peut-être dit des choses qui dépassent ma pensée. Mais force doit rester à la loi, nous sommes d'accord. Mais en même temps, les parents seront de plus en plus vigilants. Et c'est vrai que je les invite à reprendre possession de l'espace public. Il n'appartient pas qu'aux élus,
Il n'appartient pas qu'aux institutions. Et moi, je sais que je peux compter sur un certain nombre de collectivités. Jean Dartron, à la fois proviseur, mais aussi conseiller départemental. La présidente du conseil départemental et moi-même allons accompagner la maman de ce jeune qui est en difficulté, en grande difficulté, en grande misère sociale. Quelle forme cet accompagnement ? Sur le retissage de ses revenus, à travers le revenu d'activité qui lui a été malheureusement suspendu. C'est quand le désespoir et cette détresse vous envahit que tout se met à nu. La Guadeloupe est éplorée. Nous allons marcher. Nous marcherons encore. Mais combien d'entre nous encore devront subir ce genre d'affre ? Vous parlez justement de cette parole qui se libère, les langues qui se délient. Ce crime a suscité de nombreuses réactions. Hein. Les gens ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux, avec des mots parfois qui incitent à la haine, et, en ciblant la communauté, en tout cas les ressortissants de la Dominique, puisque ce jeune homme, l'auteur présumé, est originaire de la Dominique. Est-ce que vous regrettez ces attitudes ? Je m'inscris en faux contre la stigmatisation, mais en même temps, le présumé coupable, quand il sera appréhendé, l'auteur présumé, ou auteur présumé de ce qui s'est passé, puisqu'il faut respecter le droit, ne fait pas du bien à sa communauté. Et par conséquent, il ne faut pas la stigmatiser, cette communauté, parce qu'elle n'est pas la seule responsable. Ce qui est important de savoir, c'est comment, ensemble, nous allons prendre nous-mêmes, ensemble, quels que soient nos grades, nos responsabilités, les devants, afin d'anticiper tout risque nouveau potentiel. Cela nécessite, bien entendu, le renfort de l'État dans ses missions et dans ses prérogatives, mais aussi la cohésion sociale qui dépasse les clivages politiques. Laurent Bernier, nous sommes dans un contexte politique assez particulier. L'élection pour choisir justement le candidat qui vous représentera à l'élection présidentielle de 2017 arrive à grands pas. Vous refusez, je crois, de soutenir l'un des candidats, c'est bien cela ? Alors Sonia Petro et moi-même avons des responsabilités. Sonia Petro comme présidente des Républicains et moi-même comme secrétaire départemental. Dans l'obligation qui m'est faite de la parfaite neutralité, je n'ai soutenu et parrainé aucun candidat pour cette élection primaire. Par conséquent, je me situe comme gardien des règles locales pour justement assurer la parfaite cohésion à l'issue de ces élections primaires qui dégagera, j'en suis persuadé, la future ou le futur président de la République. Laurent Bernier, vous êtes également candidat aux législatives. Les Guadeloupéens auraient peut-être envie de savoir de quel candidat se rapprochent le plus vos idées. C'est une famille avec certaines divergences. C'est important de savoir ça. Je ne veux pas faire offense à votre question, mais le soir est mal choisi pour parler d'une échéance qui n'est vraiment pas prioritaire. Je préfère avoir une pensée émue pour la famille Equinox, tous les amis de Johan, en leur disant que la société, elle a des difficultés, elle a des problèmes, elle ne répond pas à toutes les questions, mais elle doit faire des efforts et que l'espoir n'est pas perdu. Je voudrais vraiment leur rappeler et leur dire toute la solidarité qui est la nôtre. Laurent Bernier, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Alors vous savez, ce drame qui frappe de plein fouet la Guadeloupe interpelle aussi les Martiniquais. En lequel il relance la question de la sécurité aux abords des établissements scolaires. On regarde le reportage de Loïc Régis et Michelet François d'ATV Martinique. Le meurtre du lycéen de 15 ans tué hier en Guadeloupe lors d'une tentative de vol est un choc. Le drame est présent dans toutes les discussions ce matin devant cet établissement. Ici, les adolescents de la même génération se sentent concernés. L'insécurité aux abords du lycée est leur quotidien. Quand on voit certaines personnes passer, parfois, oui, on peut avoir peur. Ça arrive ici, dernièrement, justement, aux alentours, j'avais vu un gars qui se faisait agresser, justement. Donc, ça arrive ici, je pense que ça arrive un peu partout aussi. Ça dépend des cas. Si on vient armé, faudra pas résister, mais si on n'est pas armé, mais franchement, il faudra se défendre. On n'a pas trop confiance après d'aller au lycée comme ça, parce que tout peut arriver. Je trouve que les gendarmes, ils ne sont pas tellement présents. Ils sont présents que pour la rentrée, mais après, ils ne sont pas présents pour les autres jours de l'année, en fait. De nombreux parents sont inquiets. Agressions, raquettes, les lycéens sont régulièrement la cible d'individus extérieurs aux établissements. Quand ils sont à l'école, ils sont en sécurité, mais quand ils sortent de l'école, ils ne sont plus en sécurité. Donc s'ils s'en vont sans que leurs parents le savent,
sache. Bon, ça peut poser des problèmes, hein, parce que là, on ne sait pas comment ça va se passer maintenant. Parce que comme c'est la première année que ma fille vient ici, je suis un peu inquiète, effectivement. Je pense que l'autorité, justement, je me posais la question, est-ce qu'il y avait des caméras tout autour pour la sécurité des enfants et tout? Ce serait peut-être intéressant de proposer cela. Difficile d'avouer un sentiment d'impuissance face aux violences répétées. Si des mesures sont mises en place pour diminuer le nombre d'agressions devant les collèges et lycées, celles-ci restent encore trop nombreuses. On peut toujours s'améliorer. Mais il est vrai que les conditions, les efforts de tous, à l'intérieur des établissements, à l'extérieur des établissements, sont réels. Il y a de la vidéoprotection, il y a la présence de la police municipale, voire et aussi de la police nationale. Mais la sécurité à 100%, ça ne peut pas exister. Les chefs d'établissement comptent sur la présence dissuasive des forces de l'ordre, mais les effectifs sont trop faibles selon les syndicats pour assurer des patrouilles régulières. Il n'y aura jamais assez parce que la délinquance va continuer à augmenter. Premièrement parce qu'on ne pourra pas laisser les policiers, que ce soit nationaux, que ce soit municipaux, que ce soit gendarmerie, on ne pourra pas laisser tout le monde devant le collège, le lycée, voire les primaires, H24. On sera obligé à un moment donné de faire autre chose parce qu'on a tellement de choses à faire et la délinquance va en grandissant, donc on aura toujours des problèmes. Pour ce fonctionnaire de police, en cas d'agression, inutile de tenter de résister. En revanche, la victime doit récolter le maximum d'éléments pouvant servir à l'enquête. Et de nombreuses rumeurs ont circulé ce matin concernant une fusillade qui se serait produite sur la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre. Il s'agissait en fait d'un homme d'une trentaine d'années qui a succombé à un malaise. Alors que celui-ci se promenait à vélo, il a été pris d'une violente crise d'épilepsie. Les secours n'ont pas réussi à le réanimer. Un membre de sa famille l'aurait reconnu, mais son identité n'a toujours pas été clairement établie. Des images signées Linda Kayarsi, Isabelle Amo. Et demain, une grande enquête sera lancée auprès des entreprises pour connaître leurs besoins en emploi et en qualification pour les 10 ans à venir. Muriel Jabès est avec nous ce soir normalement. Muriel Jabès, bonsoir. Elle ne devrait pas tarder à arriver. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors vous êtes élu communautaire à Cap Excellence. Cette enquête est menée conjointement avec la communauté d'agglomération Cap Excellence, Guadeloupe Formation et Pôle emploi. Demain, il y aura une grande conférence qui aura lieu au stade de Gourdelier d'Ambemao. Alors comment cela va-t-il se passer? Vous invitez les chefs d'entreprise à venir sur place pour faire état de leurs besoins? Non, pas du tout. Nous invitons les chefs d'entreprise à venir, effectivement, très nombreux, parce que nous allons leur présenter la démarche. Nous allons donc organiser, nous avons demandé à un bureau d'études de s'occuper de ça et il y aura une enquête. Donc on va leur proposer le questionnaire, leur montrer le questionnaire, leur expliquer comment ça va se passer. Et à l'issue de ce questionnaire, nous aurons donc une analyse qui sera faite sur les besoins en emploi, en compétences, en formation qui devront être mis en place. Comment va se dérouler justement cette enquête? Alors elle se déroulera par un envoi aux entreprises par mail. Et donc, on leur demandera de bien vouloir nous le retourner, bien sûr. Et après, ce questionnaire sera exploité donc, par le bureau d'études et il en ressortira, bien sûr, un résultat qu'on montrera, bien sûr, aux entreprises et pour voir quels sont les besoins dont ils ont besoin. Cette enquête concerne les besoins sur du long terme. L'horizon 2022, c'est encore un peu loin. Est-ce que les élus ne se réveillent pas un petit peu trop tard pour mettre en place ce genre d'enquête essentielle? Alors, trop tard par rapport à quoi? Quel est votre référentiel? Tout d'abord, le taux de chômage chez les jeunes aujourd'hui en Guadeloupe. Alors, l'horizon 2022 est celui de Guadeloupe Expansion. Nous, à Cap Excellence, cette étude est lancée dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences en lien avec les grands projets du territoire qui ont été présentés au mois de juin lors de la grande journée où Cap Excellence a présenté le PASEC, donc le plan d'action stratégique économique. Et à ce moment-là, nous avons décidé de lancer cette gestion prévisionnelle
pour pouvoir identifier clairement les besoins, sachant que parmi les partenaires de l'accord cadre qui a été signé, le centre hospitalier est partie prenante et bien sûr la reconstruction, pour ne citer que cet exemple-là, mais il y en a d'autres, hein. Il y a le projet de TCSP. Donc tous ces grands projets sur le territoire de Cap Excellence nous ont conduit dans une démarche bien sûr prospective à engager donc cette gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Et nous avons donc besoin d'identifier sur le territoire les besoins en emploi et donc pouvoir y répondre. Donc, et nous associons donc à cette démarche les entreprises, parce que c'est elles qui vont nous dire, hein, avec les mouvements qu'il va y avoir, quelles sont éventuellement leurs possibilités, leurs besoins, comment elles sont organisées. Et à ce moment-là, Cap Excellence, la communauté d'agglomération, se verra dans l'obligation, presque je dirais, de mettre en place les outils pour que justement nos Guadeloupéens soient employables et employés. Les collectivités telles que la communauté d'agglomération Cap Excellence n'ont-elles pas finalement fait des choix inopportuns, voire abandonné ces jeunes en difficulté, en banalisant leur politique culturelle? Je prends pour exemple le centre culturel Sonis, dont les budgets ont considérablement diminué. Alors, diminué par rapport à quoi? Quand vous dites que les budgets ont diminué, il faut savoir que au centre culturel Sonis. Pour la simple et bonne raison que le centre culturel de Sonis est en travaux. Donc, les travaux doivent être réalisés. Avant le démarrage des travaux, des budgets avaient été alloués, ils avaient considérablement diminué, le personnel était plus ou moins désespéré. Ce sont des choix, des priorités. Non, c'est-à-dire qu'il faut réorienter les priorités et il faut donner, en tout cas équiper les outils pour ça. Sonis doit être rénové, donc il était normal de diminuer l'activité, puisqu'on ne va pas l'arrêter du jour au lendemain, pour pouvoir faire les travaux nécessaires et une reprise en compte, une fois que les travaux seront terminés, Sonis va reprendre ses activités normalement, voire plus d'activités, puisqu'elle sera équipée pour ça avec une scène donc, qui permettra effectivement d'avoir d'autres choses qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à maintenant. Quels sont les autres projets de Cap Excellence justement pour venir en aide aux jeunes en difficulté dans cette agglomération? Alors, il y en a beaucoup, je ne pourrais pas tous les citer, mais j'en citerai 2 ou 3, notamment la réorganisation de la filière culturelle avec tous les métiers, tous les spectacles, donc ILO Jazz, Cap Excellence en théâtre, etc. Donc tous ces grands projets vont être identifiés. On va pouvoir, donc justement avec cette étude d'analyse des besoins, voir quels sont les métiers futurs qui vont pouvoir accompagner ces actions qu'on va tenter de pérenniser, mais de manière professionnelle, beaucoup plus organisée. Et je pense que ça, c'est important. Au niveau du tourisme, donc nous avons de grands projets. Il faut savoir que la compétence touristique ainsi que la compétence développement économique seront des prérogatives de Cap Excellence à partir du 1er janvier 2017. Donc nous travaillons à réorganiser tout ça pour justement, avec cette analyse des besoins dont l'étude va démarrer demain, proposer des emplois à nos jeunes. Comment vous aurez la garantie que finalement que tous les chefs d'entreprise se déplaceront demain ? Alors nous n'avons jamais la garantie de quoi que ce soit. En tout cas, nous avons la volonté très forte et j'invite tous les chefs d'entreprise à venir demain pour pouvoir participer à cette étude, à cette enquête. Je considère que c'est une responsabilité, c'est celle de tout citoyen, de tout chef d'entreprise, de tous ceux qui sont concernés. On voit aujourd'hui, vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre journal, la violence. Une des réponses, c'est peut-être de donner à nos jeunes des perspectives d'avenir. Ils ont besoin de croire, de rêver, de penser qu'il y a encore des choses à faire sur notre territoire. Et effectivement, il y a beaucoup de choses à faire sur notre territoire. Muriel Jabès, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Est-ce que vous saviez que les eaux de certaines de nos rivières contiennent des pesticides ? Malheureusement, oui. Alors, les équipes de l'INRA, du CIRAD et du Bureau géologique et minière travaillent ensemble pour proposer justement des solutions moins polluantes aux agriculteurs guadeloupéens. On regarde le reportage de Bénédicte Jourdier. Installée depuis janvier 2015, cette pompe est programmée pour prélever à chaque fois 100 ml d'eau de la rivière Pérou, située en contrebas. L'idée est d'avoir donc des prélèvements hebdomadaires et annuels de manière à pouvoir quantifier et identifier les molécules présentes donc dans l'eau de la rivière et qui sont en fait issues
des pratiques culturales en amont. Alors ce sont des molécules donc, qui sont liées donc, aux pesticides utilisés, qu'il s'agisse de fongicides, d'herbicides. Alors il peut y avoir par exemple du glyphosate. Anciennement donc, nous avions la chlordécone, donc avant l'interdiction, mais cette chlordécone, comme elle est très rémanente, se trouve encore dans les sols. Comme cette station de mesure, il en existe 3 autres, mises en place dans le cadre de l'OPAL, l'Observatoire sur la pollution agricole aux Antilles. Et parallèlement au prélèvement effectué automatiquement, une sonde télétransmet des caractéristiques de la rivière Pérou. Cette sonde mesure, enregistre la conductivité, le niveau de l'eau, la température de l'eau et la turbidité de l'eau. La turbidité correspond à la clarté de l'eau. Chaque semaine, les échantillons sont récupérés par les agents du CIRAD et de l'INRA. Toutes ces mesures sont indispensables pour évaluer justement la pollution actuelle. Alors nous savons qu'ici aux Antilles, eh bien, du fait du climat chaud et humide, du fait de la pression parasitaire qui est particulièrement élevée, eh bien, l'usage des pesticides reste encore assez élevé, malgré les efforts fournis par les agriculteurs. Donc l'évolution des polluants présents dans l'eau de la rivière va nous permettre à terme, et cela couplé à des enquêtes qui vont être réalisées donc, par les 2 équipes de l'INRA et du CIRAD, eh bien, de proposer aux agriculteurs, donc aux professionnels, des méthodes qui permettraient donc d'aller vers des pratiques moins polluantes et donc plus durables au niveau de l'agriculture. L'observatoire comprend également 3 forages pour le suivi des eaux souterraines gérées par le Bureau de recherche géologique et minière, des données mises en commun pour une étude globale. Parce qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas encore vraiment prédire le risque de retrouver tel ou tel pesticide dans la rivière. Les analyses, elles, sont effectuées dans un laboratoire situé dans la Drôme. Les premières conclusions devraient aboutir d'ici la fin de l'année 2016 pour une meilleure gestion des pollutions liées à l'agriculture. En Guyane, pour lutter contre les conduites à risque sur les routes, les services de la DIL ont opté pour une nouvelle stratégie. Si le nombre de radars ne devrait pas augmenter, ils seront désormais capables de flasher dans les 2 sens de circulation. Reportage Jonathan Lariot d'ATV Guyane. Route de Montabo, ce radar est bien connu du grand public. Ici, les habitués savent qu'il faut ralentir la cadence lorsqu'ils prennent la direction de Remire-Montjoly. Une manœuvre qui se fera maintenant dans les 2 sens de circulation. À partir de cette rentrée, ce radar ainsi que la quasi-totalité de ceux présents sur le territoire flasheront dans les 2 sens. Actuellement, sur la Guyane, on a 8 radars en fonction. 2 qui ne sont pas à double sens, celui qui est sur la 2x2 et celui de l'entrée de Macouria quand on vient de Cayenne, puisqu'il y a 2 vitesses différentes sur le secteur, c'est à 90 d'un côté et à 70 de l'autre. Et les 6 autres radars sont à double sens. C'était en fait tout simplement, on devait mettre en service les radars à double sens tout début septembre, et ça a été fait autour du, je l'ai noté, autour du 22 août. Ils ont été mis en service. L'objectif des radars fixes, c'est qu'ils ne flashent plus. Ça veut dire que quand les radars fixes ne relèveront plus d'excès de vitesse, on aura gagné. C'est-à-dire que les gens auront admis qu'il faut aller moins vite. Mais on en est encore assez loin, je vous rassure. Et si les radars n'ont qu'une influence très réduite dans la diminution des accidents de la route, leur rôle est primordial. Pour la DIL, les mesures de ralentissement ne devraient pas s'arrêter là. Il n'y a pas de radar prévu pour 2017. Alors on attend les instructions en fin d'année du programme 2017. On n'a pas encore les détails. On avait projeté de faire mettre en place des radars feux rouges, mais donc le ministère n'a pas validé ses choix. Alors peut-être dans les années futures, on aura peut-être des radars feux rouges, mais pour l'instant, ils ne sont pas programmés du tout. C'est difficile de déterminer les gens à qui on a sauvé la vie en mettant des radars. Ça, c'est pas possible pratiquement. Par contre, on constate une chose qui est effective, qui est réelle, c'est que la vitesse au niveau de nos comptages, on a à peu près une vingtaine de stations de comptage sur la Guyane, la vitesse est en baisse. Parmi les 8 radars présents sur le territoire guyanais, 6 d'entre eux sont concernés par cette mise à jour. Le radar situé sur la 2x2 voies et celui situé à l'entrée de Macouria reste à changer. À vos stylos maintenant, c'est l'heure des informations pratiques. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à la clinique Les Eaux Claires à Moudong-Bemao de 9h à 14h. Et puis si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous contacter au 0 590 60
11 2 fois et envoyez également vos emails et vos communiqués de presse à l'adresse suivante b.fiari@atv.gp. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres.